Oubliez ce que vous avez appris sur les révolutions modernes. Oubliez les hashtags qui font le tour du monde, les vidéos virales qui émeuvent les capitales occidentales et les images diffusées en boucle sur CNN. Ce qui se passe en Iran en ce moment même n'a rien à voir avec cela. Parce qu'ici, depuis le 8 janvier 2026, la révolution se déroule dans le noir total. Pas de tweets. Pas de stories Instagram. Pas de live stream. Juste le silence numérique le plus absolu qu'un pays de 89 millions d'habitants puisse imposer à son peuple. Et c'est précisément dans ce silence que se joue peut-être la chute d'un régime vieux de 47 ans. La dernière image qui a filtré avant le blackout est glaçante dans sa banalité. Une rue de Téhéran, un jeudi soir comme les autres. Des manifestants qui scandent, des voitures qui klaxonnent, l'énergie palpable d'une foule qui croit encore que demain, le monde entier verra son courage. Et puis plus rien. À 20h30 heure locale, le 8 janvier, l'Iran tout entier a disparu de l'Internet mondial. Ce n'est pas une panne technique. C'est un mur digital érigé en quelques secondes par un régime qui sait exactement ce qu'il fait. L'organisation NetBlock, qui surveille la censure numérique à travers le monde, l'a confirmé sans équivoque, coupure totale. Pour la première fois depuis le début de ce soulèvement le 28 décembre, les Iraniens ne peuvent plus montrer au monde ce qui leur arrive. Ils ne peuvent plus appeler à l'aide. Ils ne peuvent plus témoigner. Et c'est exactement ce que le régime veut. Mais pour comprendre pourquoi Téhéran en est arrivé à cette mesure extrême, il faut revenir quelques jours en arrière et comprendre comment ce pays est passé du mécontentement économique à une révolution en puissance. Le 28 décembre 2025, quelque chose d'inhabituel se produit au cœur de Téhéran. Le Grand Bazar, cette institution séculaire qui a vu naître et mourir des empires, ferme ses portes. Ce ne sont pas des étudiants idéalistes ou des activistes politiques qui déclenchent le mouvement. Non, ce sont les commerçants. Ces hommes en costume froissé qui vendent des téléphones portables, des tapis, de l'or, des épices. Ces hommes pragmatiques qui ne font jamais de politique, qui ne manifestent jamais, qui se contentent de faire du business. Quand ces hommes-là descendent dans la rue, c'est que quelque chose de fondamental s'est brisé. Et ce quelque chose, c'est le rial. La monnaie iranienne vient de franchir un seuil psychologique catastrophique, 1,45 million de rials pour un seul dollar américain. Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, imaginez un instant que vous vous réveillez demain matin et que votre salaire mensuel ne vaut plus que le prix d'un café. C'est exactement ce qui arrive aux Iraniens. En 4 décennies, depuis la révolution de 1979, le rial a perdu 20 000 fois sa valeur. 20 000 fois. Laissez ce chiffre faire son chemin. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est la vitesse. Rien qu'en 2025, la monnaie s'est effondrée de 45%. Et au cours d'une seule journée hallucinante, le 7 janvier 2026, le rial est passé de 49 000 pour 1 euro à 1,16 million. Vous avez bien lu. En 24 heures. Ce n'est pas une crise économique. C'est une apocalypse financière. Et elle touche tout le monde. Le pain sangak, ce pain traditionnel que chaque Iranien mange quotidiennement, a augmenté de 250%. Le fromage, plus 140%. Le lait, plus 50%. L'inflation officielle est à 42%, mais tout le monde sait que la réalité dépasse les 70% pour les produits alimentaires. Quand vous ne pouvez plus nourrir votre famille, quand votre épargne de toute une vie s'évapore en quelques semaines, quand le gouverneur de la Banque centrale démissionne en pleine panique, alors il ne reste plus qu'une seule option, la rue. Mais réduire ce soulèvement à une simple question de prix du pain serait une erreur tragique. Ce qui se passe en Iran en janvier 2026, c'est la convergence parfaite de plusieurs tempêtes qui se sont formées sur des années et qui explosent tout en même temps. Première tempête, l'effondrement géopolitique. En juin 2025, l'Iran a vécu 12 jours d'enfer. Israël et les États-Unis ont lancé une campagne de bombardement d'une brutalité inédite contre les installations nucléaires iraniennes. Les sites de Natanz, Fordow, Isfahan, tous touchés. Le programme nucléaire sur lequel Téhéran misait toute sa dissuasion stratégique, pulvérisé. Et avec lui, des milliards de dollars en infrastructures et en réserves de change. Le pays n'a jamais récupéré. Puis est venue l'humiliation syrienne. Bachar el-Assad, l'allié indéfectible, celui sur qui l'Iran avait investi des milliards pour construire son axe de la résistance, est tombé. La Syrie s'est effondrée. Le Hezbollah au Liban, affaibli. Le Hamas à Gaza, décimé. Tout l'empire régional iranien, construit patiemment depuis des décennies, s'est écroulé en quelques mois. Et les Iraniens se sont posé la question fatale.
À quoi ont servi tous ces milliards dépensés à l'étranger pendant que nous mourions de faim chez nous? Deuxième tempête, les sanctions. En septembre 2025, le mécanisme snapback des Nations Unies a été activé par la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Toutes les sanctions levées par l'accord nucléaire de 2015 sont revenues. L'Iran s'est retrouvé totalement isolé du système financier mondial. Plus d'accès aux banques internationales. Plus de commerce normal. Le pétrole iranien, qui se vendait déjà en secret via une flotte fantôme de 560 pétroliers, ne rapporte plus qu'une fraction de sa valeur. La Chine, seul acheteur majeur, négocie des rabais par rapport au prix mondial. L'économie iranienne produit 3,2 millions de barils par jour, mais les recettes qui reviennent au trésor ne suffisent pas à faire fonctionner un pays de 92 millions d'habitants. Troisième tempête, la sécheresse historique. L'Iran a connu en 2025 sa pire sécheresse depuis des décennies. Les nappes phréatiques s'assèchent. Les rivières deviennent des lits de poussière. Téhéran elle-même manque d'eau potable. Le gouvernement a même évoqué publiquement l'idée de déplacer la capitale. Quand votre pays ne peut plus assurer les besoins les plus basiques, l'eau et le pain, le contrat social entre l'État et le peuple se brise. Et quatrième tempête, la plus dangereuse, le vide du pouvoir. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique depuis 1989, a 86 ans. Sa santé décline. Des rumeurs circulent depuis des mois sur son état réel. Certains analystes évoquent même un plan d'évacuation vers Moscou en cas d'effondrement total. Quand le chef de l'État semble prêt à fuir, comment voulez-vous que le peuple ait confiance? Cette accumulation de crises a créé un cocktail explosif. Et les commerçants du Grand Bazar ont allumé la mèche. Ce qui commence le 28 décembre comme une grève des commerçants se transforme en quelques jours en quelque chose de beaucoup plus vaste. Les manifestations se propagent. Isfahan, Shiraz, Mashhad, la ville sainte dont est originaire Khamenei lui-même. Tabriz, Karaj. En une semaine, le mouvement touche les 31 provinces du pays. C'est inédit. En 2022, lors du soulèvement Femmes, Vie, Liberté déclenché par la mort de Mahsa Amini, les manifestations étaient concentrées dans les grandes villes et portées par les jeunes urbains éduqués. Aujourd'hui, c'est différent. Ce sont les petites villes qui se soulèvent. Ce sont les commerçants traditionnels, les ouvriers, les minorités ethniques, les Kurdes, les Balouts. Même une coalition baloutche armée, le Front populaire de Mobarizoun, a publié un communiqué de soutien aux manifestants et menacé de riposter à toute violence du régime. Les slogans changent aussi. On ne scande plus seulement pain, travail, liberté. On crie mort au dictateur en parlant de Khamenei. On hurle c'est la bataille finale, Pahlavi reviendra, en référence au fils de l'ancien Shah, Reza Pahlavi, exilé aux États-Unis. C'est lui qui, le 8 janvier, a lancé un appel massif à manifester à 20h. Des dizaines de milliers de personnes ont répondu. Les images de cette soirée du 8 janvier montrent une mer humaine dans les rues de Téhéran. Des gens qui dansent, qui chantent, qui brûlent des portraits de Khamenei, des mosquées incendiées, des statues de généraux renversés. Une énergie révolutionnaire qui rappelle 1979, mais à l'envers. Et c'est à ce moment précis, à 20h30, que le régime appuie sur le bouton rouge. Blackout total. Et c'est là que Donald Trump entre en scène. Le président américain, qui a bombardé les sites nucléaires iraniens en juin dernier, qui vient tout juste de capturer le président vénézuélien Nicolás Maduro par une opération militaire spectaculaire le 3 janvier, menace maintenant d'intervenir en Iran. Nous frapperons très fort si l'Iran commence à tuer des manifestants, a-t-il déclaré. L'aide arrive, promet-il aux manifestants. Mais que peut vraiment faire Trump? Des frappes aériennes? Contre qui? Contre quoi? Les manifestations touchent des dizaines de villes. Frapper les forces de sécurité dans toutes ces zones représenterait une campagne militaire massive, pas quelques missiles de croisière. Une invasion? Impensable. L'Irak a montré les limites catastrophiques du changement de régime par la force. Des sanctions supplémentaires? Le pays est déjà étranglé. Que reste-t-il à sanctionner? Trump a annoncé des droits de douane de 25% sur tout pays commerçant avec l'Iran. Le département d'État a demandé aux Américains de quitter le pays immédiatement. L'émissaire présidentiel Steve Witkoff a secrètement rencontré Reza Pahlavi. Tout cela sent la préparation d'une opération. Mais laquelle? Le problème, c'est que toute intervention militaire américaine pourrait avoir l'effet inverse de celui recherché. Elle pourrait rallier les Iraniens autour du régime par fierté nationale. Elle pourrait transformer une révolution en guerre de résistance contre l'envahisseur étranger. Benham Ben Taleblu, de la Fondation for Defense of Democracy, résume le dilemme.
Le risque n'est pas que les Iraniens se rallient aux autorités, mais qu'ils aient peur de sortir dans la rue. Une frappe américaine pourrait tuer la révolution qu'elle prétend sauver. En parallèle, Trump affirme que l'Iran veut négocier et qu'une réunion est en préparation. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, confirme qu'un canal diplomatique reste ouvert. Mais il avertit aussi « Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous sommes parfaitement préparés pour la guerre ». Le chef de l'armée iranienne a même menacé d'une action préventive si les États-Unis attaquent. Le monde retient son souffle. Est-ce que Trump va vraiment frapper? Est-ce qu'il bluffe pour faire pression? Est-ce que les Iraniens vont plier ou résister jusqu'au bout? Personne ne peut prédire comment cette crise va se terminer. Peut-être que le régime a gagné cette manche. Peut-être que les nombreux morts et arrestations vont terroriser la population au silence pour quelques années de plus. Peut-être que la fatigue va s'installer et que les gens vont rentrer chez eux, résignés, vaincus, en attendant la prochaine explosion. Ou peut-être que cette fois, c'est vraiment différent. Peut-être que la convergence de toutes ces crises économiques, géopolitiques, climatiques, politiques, a créé un point de non-retour que même la violence la plus extrême ne peut effacer. Peut-être que quand plus de 65 millions de personnes sur 89 millions vivent sous le seuil de pauvreté, quand le rial ne vaut plus rien, quand l'eau manque, quand les retraites sont insolvables, quand l'espoir a disparu, peut-être qu'à ce moment-là, même la peur de mourir ne suffit plus à faire taire la colère. Peut-être que la République islamique d'Iran, née d'une révolution sanglante en 1979, est en train de mourir lentement d'une autre révolution sanglante en 2026. Sauf que cette fois, le monde ne la verra pas tomber en direct. Parce qu'Internet est coupé. Parce que les témoins sont morts ou en prison. Parce que les images ne sortent plus. Cette révolution se déroule dans le noir. Et dans ce noir, des gens meurent. Des familles pleurent. Des rêves s'éteignent. Loin des caméras. Loin des tweets. Loin de nos écrans qui nous permettent de scroller tranquillement nos feeds en buvant notre café. L'Iran nous rappelle une vérité brutale que nous préférerions oublier. Toutes les révolutions ne seront pas télévisées. Certaines se passeront sans témoin. Dans le silence. Dans l'obscurité. Avec seulement des chiffres flous, des rumeurs invérifiables, et des corps qui disparaissent dans des fosses communes que personne ne pourra jamais localiser. Et quand les lumières se rallumeront enfin, si elles se rallument, il sera peut-être trop tard pour compter les morts. Il sera trop tard pour savoir ce qui s'est vraiment passé pendant ces semaines de janvier 2026 où un pays entier a disparu derrière un mur numérique. La question n'est donc plus de savoir si le monde regarde. Le monde ne peut pas regarder, parce qu'on lui a éteint l'écran. La vraie question est, combien de temps peut-on massacrer des gens dans l'obscurité avant que quelqu'un rallume la lumière ?